J'ai décidé de continuer avec le module de gynécologie. Je vais vous faire deux vidéos très importantes. On va commencer par la vidéo sur les hémorragies du premier trimestre. Puis, je vais vous faire par la suite une vidéo sur les hémorragies du troisième trimestre. Comme ça va être dans votre tête plus synthétisé, plus simple, plus efficace. Vous aurez deux cas de figure, soit des hémorragies qui viennent durant la première partie ou bien le premier trimestre plus exactement de la grossesse, à savoir des avortements, des GU, des grossesses extra-utérines et des molidatiformes, des grossesses molaires. On va les faire dans cette vidéo. Puis vous aurez une autre vidéo sur les hémorragies du troisième trimestre, à savoir l'HRP, le PP, le placenta prévia et la rupture utérine. Je commence par les avortements. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir sur les avortements, les ABRT? Vous devez savoir qu'un ABRT, il peut être déjà soit précoce, c'est-à-dire quand c'est précoce, c'est dû à des aberrations chromosomiques, soit tardif. Tardif, vous avez la béance cervico-ismique, la BCI, vous devez la retenir, et les malformations utérines. On va voir par la suite. Généralement, dans le cours des avortements, faut bien maîtriser les étiologies. Après, ça va être plus facile. Donc, en introduction, c'est l'accident le plus fréquent. Pourquoi? Car il y a des formes infracliniques, c'est-à-dire on ne le saura pas. On ne le saura pas, donc là, faut faire quoi? Faut faire donc un bêta-HCG, ok. L'intérêt de la question, c'est pour différencier de la menace d'avortement et l'avortement en cours, la menace d'accouchement prématuré et la menace d'avortement. Donc, c'est pas la même chose avec l'accouchement prématuré. La menace d'accouchement prématuré, c'est à la fin de la grossesse. Donc, il y a une menace qui soit un prématuré. Donc, il faut déjà faire la différence. La MAP, c'est pas l'avortement. L'avortement, c'est au premier trimestre. Donc là, vous devez faire la différence entre une menace d'avortement, donc on va essayer de maintenir, et un avortement en cours, on doit extérioriser. Connaître les étiologies, comme je vous ai dit, et prévenir surtout. Donc, ici, on vous dit, ça veut dire quoi un avortement? Ça veut dire quoi un produit? C'est-à-dire d'avortement, c'est moins de 500 grammes. Ça, c'est une condition. Ou bien, c'est-à-dire vous ne devez pas avoir les deux conditions en même temps, une seule suffit. Ou bien avant 22 semaines d'aménorrhée. Ok, donc là, par rapport à quoi on parle de 22 semaines d'aménorrhée? C'est par rapport au seuil de viabilité. C'est-à-dire, l'OMS, même si ce n'est pas vraiment le cas, a dit que dès 22 semaines, on peut maintenir ce fœtus en néonate et il peut vivre. Mais en vrai, il n'y a pas vraiment beaucoup de cas comme ça qui ont survécu à 22 semaines. Ici en Algérie, le seuil de viabilité c'est 1 kg ou bien 28 semaines. On ne peut pas maintenir un fœtus, on ne peut pas maintenir un nouveau-né de moins de 1 kg et de moins de 28 semaines. Et même ailleurs, généralement, je parlerai de 26 semaines d'aménorrhée, mais vous retenez les recommandations de l'OMS. Donc, on a dit, il est dit précoce. Précoce, c'est avant de 12 à 16 semaines d'aménorrhée. Avant 16 semaines d'aménorrhée, c'est précoce. Donc, de 12 à 16 semaines d'aménorrhée, je parle de précoce. Et de tardif, quand c'est entre 16 semaines et 22 semaines d'aménorrhée, voire même de 12 à 22 semaines, je peux parler de tardif. Donc retenez juste 12 à 16 semaines, c'est précoce. 16 à 22 semaines, c'est tardif. Voilà. Donc là, on a déjà parlé. Précoce, c'est les aberrations chromosomiques. C'est donc voilà, là, juste quand c'est précoce, il faut laisser la nature expulser. Elle va expulser et faire le travail normalement du monde. Et quand c'est tardif, c'est plutôt les BCI, les béances cervico-ismiques, les malformations. Là, il faut faire un cerclage du col, on va voir par la suite. Donc, il est dit spontané quand il est la nature, c'est la nature qui les donne elle-même. Donc, on n'a rien fait pour avoir cet avortement. Et c'est dit provoqué quand généralement c'est dans une structure non médicalisée.
Voilà, donc c'est les charlatans et tout. Là, les infections, c'est au premier plan. Les clandestines, c'est volontaire, c'est ceux qui avortent volontairement, mais pas dans des milieux médicalisés. Donc là, les infections, c'est au premier plan. On a les avortements thérapeutiques dans un cadre donc médicalisé, quand la mère est en danger ou autre. Et on a les avortements à répétition, ou ce qu'on appelle la maladie abortive. Donc là, c'est bien à savoir, c'est que quand on a un nombre supérieur ou égal à 3 ABRT successifs, si la femme fait plus de 3, là, on va parler d'une maladie abortive. Là, on appelle ça le SAPL. Le SAPL, c'est syndrome anticorps antiphospholipides. Euh, c'est une maladie, pardon, auto-immune, les connectivités et tout. Donc là, on parle de SAPL. La physiopathologie de ce SAPL, c'est des thromboses au niveau du placenta. Donc, il n'est plus irrigué, il y aura des thromboses. C'est ce qu'on appelle les bébés Lovenox. Donc là, on va donner des anticoagulants, des HBP1. Et s'il survit et tout, là, on va l'appeler un bébé Lovenox. C'est par les anticoagulants, c'est par les HBPM, les héparines de bas poids moléculaire, que il survit, car on a exploré ça et on a déduit que la physiopathe, c'est ça, c'est des thromboses, c'est des sables. C'est un syndrome d'anticorps antiphospholipides. C'est pour ça la mère fait des avortements à répétition. Très bien, si vous avez compris jusque-là, on va passer aux étiologies. On continue avec les étiologies. Pour ce qui est des étiologies, déjà on a donc des causes ovulaires, donc liées au fœtus lui-même, comme les aberrations chromosomiques. Vous voyez les trisomies 21, le Turner, le syndrome de Turner 45X0. Et donc vous comprenez que c'est une aberration euh, donc au niveau des chromosomes, du karyotype paternel généralement, c'est le papa. Les spermatozoïdes qu'il a donnés ne sont pas de bonne qualité. Donc ça va causer généralement, quand c'est des aberrations chromosomiques, ça cause des ABRT, donc avortement à répétition. On a aussi des... désolé. On a aussi des causes maternelles comme les anomalies utérines. Ça donne, comme j'ai dit, des ABRT tardifs dans ce cas du deuxième trimestre. Comme la béance cervico-ismique. C'est quoi en fait la béance cervico-ismique? C'est un élargissement du défilé cervico-ismique qui est souvent raccourci. Donc ça s'ouvre sans rester ouvert en fait. Non, c'est plutôt, ça s'ouvre sans qu'elle ressent que c'est ouvert. C'est une béance. C'est ouvert, donc le bébé ne se tient pas. Donc c'est le défilé cervico-ismique. C'est quoi? C'est la partie inférieure d'utérus. C'est l'isthme qui est élargi, qui reste ouvert. Donc là, on va mettre des bougies d'égard. Puis on a les malformations utérines corporelles, soit des utérus cloisonnés, bicornes, etc. Donc là, retenez-moi, vous avez les aberrations chromosomiques, ça donne plutôt des avortements à répétition, des avortements précoces. Puis on a la béance cervico-ismique et les malformations qui donnent plutôt des ABRT tardifs. On a aussi des causes hormonales, ça donne des ABRT précoces, donc ça ne tient pas carrément, comme l'hypothyroïdie et l'insuffisance lutéale au fait, du corps jaune. On a aussi des avortements de cause générale, tels que celles qui sont causées par l'HTA, le diabète, les intoxications à l'alcool, au tabac, mais aussi on a le syndrome des anticorps antiphospholipides, ce que j'ai appelé le SAPL, ce qu'on a appelé le SAPL auparavant. Donc là, j'ai dit que ça donne, c'est la cause, au fait, c'est un peu la physiopathologie des syndromes à répétition, des ABRT, des maladies abortives, des ABRT à répétition, donc plus de 3 ABRT, faut penser à un SAPL. Voilà. Et il faut savoir aussi que dans ce cas, euh,
il y a aussi des avortements dans un contexte infectieux ou fébrile. La listériose, donc toute fièvre durant la grossesse est une listériose jusqu'à preuve du contraire. Toxoplasmose, endocervicite. Ce que vous devez retenir ici, c'est que le fœtus, il n'a pas de régulation thermique. Donc toute fièvre maternelle, elle peut tuer le fœtus. Ok? Donc je pense qu'on a fait le tour sur les étiologies, c'est très simple. Maintenant, on va voir un peu les tableaux cliniques. Donc, une femme, toujours réglée et tout, qui est en aménorrhée, qui saigne. Donc là, on va demander un bêta-HCG, ok? Donc, bêta-HCG, c'est-à-dire là, comment sera le tableau de l'avortement? C'est des coliques expulsives, c'est des métrorragies importantes avec des cailloux de sang, parfois des débris ovulaires. Donc, elle saigne à l'extérieur ici. C'est extériorisé, c'est rouge. C'est pas comme dans la grossesse extra-utérine qu'on va voir par la suite. Dans le cas de la grossesse extra-utérine, ce n'est pas extériorisé. Mais dans ce cas-là d'avortement, c'est extériorisé. Donc, c'est une urgence car ça peut être très très abondant. Donc, toute femme en âge de procréer, n'hésitez pas à demander un taux de bêta-HCG. Vous pourrez avoir aussi l'écoulement du liquide amniotique dans ce cas, c'est quand c'est le cas de tardif, l'orifice interne du col dilaté, la disparition des signes sympathiques de la grossesse. Je vous ai déjà dit quand on a fait le diagnostic de la grossesse que ce n'est pas rassurant quand on est au trimestre 1, c'est-à-dire inférieur à 12-13 semaines. On doit s'inquiéter quand il n'y a pas de signes sympathiques. Ils doivent être prononcés là et présents. Ok, si on fait une échographie, on va trouver un utérus vide, ce qu'on appelle la vacuité utérine, si c'est un BRT complet ou rétention, c'est-à-dire rétention trophoblastique. Là, on va donner des drogues pour expulser si c'est incomplet. Très bien. L'évolution, si c'est un avortement complet, j'ai dit un utérus involu, le col se ferme. Si c'est plutôt incomplet, inachevé, donc là, les métrorragies peuvent être très importantes. Ça peut donner des états de choc hémorragique. C'est toute la gravité de ce cours et de cette pathologie. Donc là, on va faire un curetage évacuateur de l'utérus dans le cas de l'incomplet. Il faut savoir qu'une seule échographie ne suffit pas pour dire que la grossesse est arrêtée. Il faut faire un autre contrôle et donner des drogues. Rétention trophoblastique, là il ne reste que le trophoblaste, il faut faire un curetage. Là, la grossesse arrêtée non évacuée, elle peut être asymptomatique. En fait, à l'échographie, on va voir qu'il n'y a pas d'évolution, un taux de bêta-HCG bon. Donc là, absence d'embryon et de vésicule ombilicale, un œuf clair. Bon, là, c'est pas très important pour vous. Là, c'est une grossesse arrêtée. Pour la menace d'avortement, donc là, elle est toujours évolutive, mais elle est menacée par un décollement partiel du sac gestationnel. Là, comment on fait le diagnostic positif? On peut avoir des métrorragies ou pas, des douleurs et du sang, donc de l'orifice du col de l'utérus. Pas d'écoulement du liquide amniotique dans ce cas, pas de débris trophoblastiques, l'orifice interne il est souvent fermé. Donc là, une vitalité de la grossesse est conservée. Donc là, si c'est vivant, si il est vivant comme dans ce cas, je dois faire tout mon possible pour le garder. Ok. Donc là, juste pour vous dire, quand on vous écrit ROC, c'est-à-dire rétention œuf clair, c'est-à-dire il n'y a pas d'embryon œuf clair. Quand on vous écrit ROM, là c'est une rétention d'œuf mort. Donc là, il y a un embryon qui est mort, c'est un œuf mort. Ok, maintenant le diagnostic différentiel, c'est avec une GU, on va la voir, et avec les avortements molaires, les grossesses molaires. Euh, donc avec la GU, vous l'avez compris, c'est des métrorragies noires minime, non extériorisé. Pour les grossesses molaires ou avortements molaires, il peut être complet, dans ce cas il n'y a pas d'embryon, ou bien il peut être partiel. Donc là, la grossesse molaire, c'est l'anapathe. C'est quoi en fait l'avortement molaire? C'est une dégénérescence ectopique des villosités choriales.
C'est une néoplasie, en fait, de ces villosités choriales du placenta. Donc, comme je vous ai dit, les trois, ce sont des hémorragies du premier trimestre. Ok, donc là, pour l'avortement provoqué, on a déjà dit, les manœuvres clandestines. Donc, toute femme enceinte fébrile, ça peut être un ABRT provoqué. Hémorragie de sang rouge sans caillou, rétention de débris placentaires. Là, les signes infectieux septiques, c'est très important, les signes infectieux septiques. Voilà, donc il faut évacuer la cavité utérine, arrêter l'hémorragie, prévenir l'infection, par les parrainothérapies. On va prévenir les complications thromboemboliques, les séquelles infectieuses, hémorragiques et tout, la stérilité s'il y a des synéchies utérines, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans le cas d'un ABRT? Donc, si on est dans le cas d'une menace d'avortement précoce, donc là, on va s'assurer si elle évolue toujours, on va lui donner un repos strict, l'abstinence sexuelle, traitement hormonal, progestérone, si insuffisance lutéale, antispasmodique pour les contractions et un sérum anti-D si résus négatif. Si c'est tardif, menace d'avortement pardon, tardif, là on va tocoliser pour les ABRT tardifs. C'est quoi la tocolyse? En fait, la tocolyse, c'est des inhibiteurs de calcique. C'est le salbutamol ou le loxène. C'est au deuxième trimestre pardon, qu'il y a des récepteurs à ces inhibiteurs calciques. Donc, c'est que au deuxième trimestre qu'on peut donner cette tocolyse car c'est à ce moment-là qu'il y a les récepteurs. Donc, tocolyse, c'est comme je vous ai dit, des bêta-2 mimétiques, des inhibiteurs calciques, le salbutamol ou l'oxène, en milieu hospitalier, voie parentale, 48 heures, puis relais voie orale, en dehors des contre-indications. Puis on peut faire aussi le cerclage à chaud s'il y a une menace, un col légèrement dilaté. Là, on va fermer le col par des fils. C'est tout simplement ça, le cerclage. Et l'antidé, bien sûr, le résus. Donc, les tocolytiques inhibent les contractions utérines. C'est les inhibiteurs calciques au deuxième trimestre, car c'est là qu'il y a des récepteurs, tout simplement. C'est tout ce que vous devez savoir. Si maintenant on est dans le cas d'un avortement en cours, là vous allez faire un curetage, soit col ouvert ou dilaté, quand le col est ouvert ou dilaté. Quand c'est inférieur à 12 semaines, on parle de curetage. Quand c'est supérieur à 12 semaines, un col ouvert, on parle de curage. Là, c'est tout ce que vous devez savoir. Donc, 12 semaines. Avant, c'est un curetage inférieur à 12 semaines. Après 12 semaines, c'est un curage. Pour les fausses couches à répétition, là, on doit euh, voir la maman et le papa. On va explorer le produit abortif pour voir s'il est stable. On va donner la thrombopathie, la chirurgie des malformations utérines, le traitement médical des autres maladies, etc. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir pour ce qui est... voilà, là, c'est des produits abortifs. C'est tout ce que vous devez savoir pour ce qui est des avortements. On va passer à la deuxième partie du cours qui est la grossesse extra-utérine. Donc, s'il y a un cours que vous devez retenir dans toute la gynécologie, en fait, c'est ça. C'est la grossesse extra-utérine. C'est la première urgence médico-chirurgicale en gynéco. C'est la première cause de mortalité chez la maman au premier trimestre. Donc, c'est une urgence, comme j'ai dit, gynécologique par excellence. Pourquoi? Car il y a une gravité pronostic vital et aussi il y a de part aussi la fréquence. Parmi ces facteurs de risque, on a surtout les infections génitales hautes, les IGH+++. Parmi les hypothèses de GU, au fait, il y a un retard de captation ovocytaire par le pavillon, donc c'est pas capté précocement, donc il y a un retard. Ou bien, deuxième cas de figure, c'est un retard de migration par défaillance du transport tubaire, soit c'est le transport qui est défecté, soit c'est la captation, soit c'est un reflux tubaire. Donc elle arrive mais à un reflux. Voilà. Dans les PMA surtout, dans les procréations médicalement assistées. Là, c'est les hypothèses. Là, vous voyez cette image célioscopique d'une GU.
Donc vous voyez que c'est pas bien implanté. Donc pour introduire notre cours, c'est quoi la GU si je veux définir? C'est un conceptus, un œuf qui est implanté en dehors de la cavité utérine. Très bien. Donc, grossesse extra-utérine, ou bien ce qu'on appelle aussi la nidation ectopique, c'est l'implantation et l'évolution de l'œuf en dehors de la cavité utérine. Donc, on va bien s'entendre. L'utérus, en 3D, si je le prends en 3 dimensions, c'est une cavité triangulaire. Et on a aussi une épaisseur myométriale. Mais là, on parle d'une GU quand c'est implanté en dehors de la cavité triangulaire. Donc, même si elle s'implante au niveau, par exemple, de l'épaisseur myométriale du myomètre, celle qui se loge dans le myomètre, il y a parmi les GU celle qui se loge là, dans le myomètre. Ça reste extra-utérin. Donc, je voudrais juste qu'on s'entende que extra-utérine, on parle par rapport à la cavité triangulaire de l'utérus, pas du myomètre. Le myomètre, c'est toujours extra-utérin, même si ça fait partie de l'utérus. Donc c'est la première cause de mortalité, je l'ai dit. Elle doit être précoce, mais reste difficile. Le diagnostic doit être précoce. Pourquoi? Car le pronostic dépend de la rapidité de la prise en charge et du diagnostic. Il doit être aussi le traitement conservateur pour un meilleur pronostic fonctionnel obstétrical. Donc pour qu'elle ait la chance d'avoir des enfants plus tard. Il faut savoir qu'il y a différents, on va dire, euh, différents lieux où elle peut se loger. C'est cet œuf où il peut se loger à l'extérieur de la cavité triangulaire de l'utérus. Pas l'utérus dans son ensemble, mais la cavité triangulaire comme je vous ai expliqué. Donc, vous avez grossesse utérine tubaire. La tubaire, c'est la plus fréquente. Là, dans le cas de la tubaire, on fait un traitement radical. C'est une salpingectomie. Donc, dans le cas de la tubaire, il y a une diminution des chances de grossesse. Donc, il y a un pronostic fonctionnel qui est engagé. Donc, je vous ai dit, il peut s'implanter cet œuf fécondé dans une trompe utérine, ampulaire, ismique, interstitielle, dans l'ovaire, dans la cavité abdominale, c'est rare, et dans le col utérin, ce qu'on appelle cervical, c'est aussi rare. Donc, vous voyez, la grossesse ampulaire au niveau de l'ampoule tubaire, c'est la plus fréquente car c'est la partie la plus dilatée du pavillon. Elle représente 65%. C'est la lumière, elle est importante. On a les grossesses ismiques, c'est rigide, la lumière elle est réduite, c'est 25% des cas. On a la grossesse interstitielle, c'est 2% des cas. On a la grossesse ovarienne et on a la grossesse cervicale, c'est vraiment très 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 rare. Ou bien ça peut aussi, comme j'ai dit, ça peut se loger au niveau du muscle utérin, ce qu'on appelle le myomètre. Là, ça reste une grossesse qui cornuale, on l'appelle cornuale, anormale. C'est dans la corne du myomètre. C'est au fait la même chose c'est un peu la même chose avec l'interstitiel, ok? Dans le myomètre, à l'intérieur du myomètre de la trompe. Très bien. Donc pour le diagnostic positif, comment on fait le diagnostic positif d'une GU? Déjà, on a les facteurs de risque de GU. Quels sont les facteurs de risque de GU? L'âge plus de 40 ans, les antécédents de maladies sexuellement transmissibles, les salpingites, infection utéro-tubaire, c'est la plus fréquente des facteurs de risque. Le curetage dans le cas des ABRT, ça multiplie le risque. Une GU aussi, une GU précédente multiplie le risque. Une chirurgie au niveau des trompes tubaires, le tabagisme, le distibène, la stimulation de l'ovulation, la fécondation in utero, l'endométriose par rapport aux adhérences, les microprogestatifs, le stérilet. Le stérilet, attention, il n'augmente pas le risque, mais il n'empêche pas la survenue de grossesse extra-utérine. C'est-à-dire le dispositif utérin n'est pas un facteur de risque de GU, mais ceux qui ont fait une GU, on ne lui met pas un stérilet. Sinon, elle va le faire parce qu'il n'empêche pas. J'espère que vous avez bien compris ça.
La mucoviscidose aussi, altération de l'activité tubaire. Voilà. Donc, je vous ai parlé des hypothèses, je pense que c'est bon. Soit c'est par trouble de la motilité tubaire, soit par reflux. Donc, il progresse dans l'utérus vers l'autre trompe. Ça peut arriver. La symptomatologie, on a une améliorée, on a les métrorragies, dans ce cas sépia noir, peu abondante. Ça c'est important, il faut retenir ça, il faut faire la différence avec les avortements, s'il vous plaît. C'est noir et peu abondant, les douleurs pelviennes, les coliques salpingiennes très évocatrices, irradiation scapulaire par contraction de la trompe malade. Bon, on a les signes sympathiques de grossesse, on a les vertiges de l'hypothymie, c'est la gravité car ça annonce l'état de choc. Il n'y a pas de parallélisme anatomo-clinique. Attention, c'est très important. Il n'y a pas de parallélisme anatomo-clinique. L'abdomen, il est souple, pas de contracture, pas de tableau chirurgical, on élimine. Au spéculum, le col, il est gravite, c'est pas le vagin ou le col qui saigne. Voilà, c'est d'origine endo-utérin parce que au toucher vaginal, volume moindre que ce que voudrait la gestationnelle. Aucun symptôme n'est spécifique d'une grossesse extra-utérine. Cette phrase aussi, faudrait la retenir. Il faut retenir aussi une autre phrase dans la GU, c'est qu'il n'y a pas de paralysme anatomo-clinique. Donc, retenez douleur abdominale, âge de procréer, demandez un taux de bêta-HCG. S'il y a des phrases à retenir de tout ce que j'ai dit, retenez que les métrorragies dans une GU sont de couleur sépia noire peu abondante. Retenez qu'il n'y a aucun symptôme qui n'est pas spécifique d'une grossesse extra-utérine, il n'y a aucun signe spécifique de GU et qu'il n'y a pas de paralysme anatomo-clinique. Très bien. Paraclinique, le diagnostic d'une GU se fait par écho plus bêta-HCG, les deux. Pas un seul, mais les deux. Bêta-HCG plasmatique, une grossesse normalement évolutive double le taux de bêta-HCG plasmatique toutes les 48 heures. Cette phrase aussi, il faut la retenir. Toutes les 48 heures, ça double. C'est ça la normale. Donc, dans la GU, on va trouver quoi? On va trouver que ça stagne. On va trouver une stagnation. C'est une grossesse arrêtée. Ok? C'est une grossesse arrêtée. C'est quoi le problème? En fait, c'est la cinétique. Donc, on ne va pas faire un seul taux, on va faire deux taux pour nous renseigner sur l'évolutivité. Et on doit l'interpréter parallèlement à quoi? À l'écho. L'échographie pelvienne, le plus souvent, les signes qu'elle va nous donner sont indirects. On a une association qui évoque fortement une GU. Quelle est cette association? L'association d'une vacuité utérine, d'un utérus qui est vide, d'un hématosalpinx, c'est-à-dire une collection sanguine au niveau de la trompe utérine dans 80% des cas, et un épanchement sanguin dans le cul-de-sac de Douglas. Les trois trucs-là qui s'associent, c'est fortement une grossesse extra-utérine. Rarement on peut avoir carrément des signes directs comme un sac gestationnel qui est extra-utérin, mais ça reste plutôt rare. Voilà, là vous voyez, il n'y a rien à l'intérieur de l'utérus. L'endomètre il est fin, la ligne de vacuité utérine. Là vous voyez un endomètre qui est épais. Là vous voyez un épanchement du cul-de-sac de Douglas plein de sang qui provient de la trompe. Là vous voyez le sac gestationnel intra-utérin plus le sac gestationnel extra-utérin. Là, c'est une grossesse hétérotopique. C'est une indication chirurgicale pour laisser une évoluer et une, on va l'extraire. Puisque c'est deux jumeaux, mais l'un, il est là, l'autre, il n'est pas là. L'autre, il est à l'extérieur. Donc, les formes symptomatiques trompeuses, là, je vais survoler parce que c'est très, très simple, au fait. On a les formes pseudo-abortives. Dans ce cas, ça mime un ABRT précoce. C'est des métrorragies de sang rouge, donc c'est plus ABRT. Fébrile, c'est les GU avec fièvre. Ça mime aussi une appendicite, donc il faut faire la différence par un bêta-HCG. Polysymptomatique, donc des fois il n'y a pas vraiment de symptômes. Et l'association GU-GI, c'est-à-dire grossesse intra-utérine, extra-utérine. L'hétérotopique, c'est comme l'exemple qu'on a vu dans l'échographie, la dernière échographie. Donc là, lors des stimulations, au fait, stimulations FIV et tout, les MAP, les PMA, les procréations médicalement assistées, là, il y a l'augmentation du recrutement folliculaire. Beaucoup de follicules qu'on recrute. Donc, il y a une plus grande chance de grossesse multiple et un plus grand risque d'avoir des grossesses extra-utérines. Diagnostic différentiel, il y en a 7.
On doit différencier une grossesse extra-utérine avec une fausse couche spontanée, avec une grossesse molaire, avec une salpingite aiguë chronique, c'est un syndrome douloureux pelvien aigu. C'est en fait un syndrome douloureux pelvien aigu, ça peut donner une salpingite, ça peut donner appendicite, ça peut donner une rupture de kyste, une torsion, une cystite, tout ce qui est infectieux, une colique néphratique aussi, c'est un syndrome douloureux, etc. Et les ABRT aussi spontanés. L'évolution de GU, c'est au fait quoi? C'est la rupture de la GU. C'est la rupture de la GU, l'inondation péritonéale, c'est ce dont on a peur. Au début, c'est un coup de poignard, puis on a l'hémorragie interne, l'état de choc, Douglas très douloureux, rupture de la GU. C'est la hantise. Puis on a l'hématocèle aussi. L'hématocèle, parfois cette GU, au lieu de se rompre, en fait, elle va s'enkyster. Ça va nous donner ce qu'on appelle une grossesse utérine, extra-utérine chronique. Le plus souvent, elle va être rétro-utérine. Au niveau du Douglas, il y aura des métrorragies, des signes d'irritation pelvienne, une masse dans le pelvis, des signes de résorption sanguine, un abdomen qui est toujours souple, un toucher vaginal qui va trouver un col utérin refoulé en avant et en haut. Donc là, vous avez deux évolutions possibles si on n'agit pas. Soit c'est la rupture ou carrément l'enquistement. Voilà. C'est simple. Ou c'est l'enquistement. Voilà, donc la reprise de l'hémorragie peut nous renseigner. Les infections, ça peut se surinfecter bien évidemment. Et on a les séquelles douloureuses pelviennes, des douleurs pelviennes chroniques pour ce qui est de l'enquistement. Donc, comment on va prendre en charge notre GU? L'objectif, c'est de stopper l'évolution de GU. C'est de la supprimer, de réduire la morbidité, de limiter les risques de récidive et de préserver la fertilité ultérieure. Donc, une hospitalisation est systématique devant toute suspicion de GU. C'est l'abstention quand elle est spontanément résolutive, on va s'abstenir, on va attendre. Clinique, donc c'est quand qu'on va dire qu'elle est spontanément résolutive. C'est quand qu'on va dire qu'on va faire de l'abstention. Quand le bêta-HCG, c'est de 200-300, c'est pas très. Il y a une clinique qui est conservée, un bêta-HCG qui est stagné, qui diminue après les 48 heures, puis il s'arrête, c'est asymptomatique, donc là c'est automatique, la nature va faire les choses. Sinon, on va faire un traitement médical, voire un traitement chirurgical. On va voir les modalités thérapeutiques. Il y a un score qu'on va voir, c'est le score de Fernandez. Le score de Fernandez, on va voir si c'est inférieur à 13. Pardon. On va faire un traitement médical. C'est quoi le traitement médical? C'est le méthotrexate. Ok. C'est le plus couramment utilisé. C'est 1 à 1,5 mg par kilo de méthotrexate en monodose, une seule dose, pour arrêter l'évolution de la grossesse. Avec bien sûr une surveillance du taux de bêta-HCG et de la douleur jusqu'à négativation, jusqu'à avoir un taux de bêta-HCG négatif et jusqu'à avoir une négativation de la douleur. Et au fait, elle est obtenue vers J4, J7, voire J4, J7, entre 3 et 4 jours. Donc, ça, c'est le score de Fernandez. Inférieur à 13, c'est ça. Je donne le méthotrexate et je réévalue. Si c'est supérieur ou égal à 13, si j'ai plus de 13 ou bien 13, dans le score de Fernandez, je vais faire un traitement chirurgical. Maintenant, pour le traitement chirurgical, j'ai des gestes. Il y a un geste conservateur, il y a un geste radical, c'est l'ablation carrément salpingectomie, ablation de la trompe utérine. Ça dépend. Il y a aussi des chirurgies selon le geste qu'on va faire et selon la voie qu'on va aborder. Il y a la célioscopie, il y a la laparotomie. La célioscopie, elle préserve mieux la fertilité. En post-opératoire, c'est mieux, c'est rapide. Et elle n'entraîne pas d'adhérence en post-op. C'est la célioscopie. Pour la laparotomie, il y a une altération de l'état général. On l'a fait dans le cas des urgences extrêmes. Voilà, la célioscopie, elle a des avantages. Elle a moins de pertes sanguines, moins de douleurs post-opératoires, elle n'a pas de cicatrices, elle est plus esthétique, il n'y a pas d'adhérence, durée d'hospitalisation courte, moins d'adhérence, donc plus de fertilité, etc.
Pour la parotomie, elle est réservée aux GU rompus, aux états de choc, aux contre-indications à la cœlioscopie si on a un abdomen multi-opéré et s'il y a échec aussi de la cœlioscopie. Très bien. Donc, la cœlioscopie, elle pose le diagnostic positif, elle permet un geste thérapeutique, c'est la clé de la prise en charge de la GU quand on a un score de Fernandez supérieur ou égal à 13. Donc, si on résume le tout, on va dire que le diagnostic d'une GU repose sur la clinique, les métrorragies sépia peu abondantes, les douleurs et tout, l'échographie et le taux de bêta-HCG qui va être stagné. La cœlioscopie confirme le diagnostic, permet un geste thérapeutique et le plus conservateur possible. La GU, il faut y penser toujours. Ok, faut y penser toujours. C'est une urgence abdominale aiguë, une hémorragie du premier trimestre, une douleur. Toute métrorragie chez une femme en âge de procréer doit évoquer une grossesse extra-utérine, une GU. S'il y a un seul cours à retenir dans la gynéco, c'est la GU. Il y a une triade de la GU, c'est quoi? La triade de la GU, c'est les métrorragies peu abondantes noirâtres sépia, ça c'est un. 2, c'est le douleur. 3, c'est les métrorragies. Après, il faut savoir que les métrorragies dans la GU, elles ne sont pas secondaires. En fait, c'est un retard de règles. C'est pas une aménorrhée secondaire. C'est en fait un retard de règles. C'est assez spécial dans la GU. Le diagnostic différentiel avec la GU, c'est plutôt l'avortement précoce. Et retenez que la GU, c'est une urgence médico-chirurgicale. Pas que médicale ou chirurgicale. Elle est médico et chirurgicale. Et je vous remercie.